Bienvenue dans le deuxième épisode de Road to 1 Million. L'objectif de cette série de vidéos, c'est de te documenter notre parcours avec Julie pour atteindre 1 million d'euros de patrimoine. Et ça, en utilisant les 4 leviers que sont tout simplement l'investissement, donc l'investissement en l'occurrence principalement en bourse, l'entrepreneuriat, l'épargne et l'optimisation fiscale. L'objectif, c'est aussi d'être parfaitement transparent, donc vraiment de te documenter ça entre nous, entre guillemets. Donc s'il y a des erreurs, s'il y a des choses que je fais mal, je te le dirai. S'il y a des leçons que je tire, je te documenterai ça aussi. Et voilà. Et après, l'idée, c'est évidemment, l'objectif, c'est 1 million d'euros. Le but, c'est pas de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent pour avoir le choix. Avoir une sécurité dans un premier temps, une sérénité et à terme, et c'est l'objectif final, une sorte de liberté totale justement qu'on va pouvoir avoir grâce à tous ces leviers-là. Donc on commence, l'idée c'est vraiment de faire suite au premier épisode, pardon. Donc le premier épisode, on avait vu ensemble notre patrimoine, on avait vu les 4 leviers qu'on avait exploités, c'est-à-dire levier de gagner plus, épargner mieux, investir en optimisant justement ses rendements et la fiscalité. Et là, l'idée, ça va être de te montrer la suite. Donc, on va commencer avec le premier levier, où en sont mes investissements. Et pour rappel, au niveau des investissements, aujourd'hui, on est principalement en bourse, c'est-à-dire soit en bourse en perso, soit en bourse en société. Et là, je vais te parler de la société, parce que c'est le plus gros patrimoine, entre guillemets, qui est la plus grosse part de mon patrimoine qui est en société. Donc, mon patrimoine en société est entièrement investi dans le portefeuille de l'académie. Donc le portefeuille de l'académie, c'est le portefeuille que je documente et que je partage à tous mes élèves de l'académie. Chaque mois, on fait un point entre guillemets de ce qu'on a fait, des actions qu'on a potentiellement achetées ou qu'on a vendues et des décisions qu'on compte prendre pour les prochains mois et la prochaine année. Au niveau des performances, on est très très content parce que depuis le début de l'année, on a eu des performances de 19,52%, ce qui est supérieur au MSCI World. Donc on a battu le marché depuis le début de l'année. Et quand on reprend depuis 2023, on a eu 51,88% de performance, encore une fois au-dessus du MSCI World. Donc on est très content. On voit que là, il y a une grosse hausse par rapport à MSCI World. Je vais t'en parler justement juste après. Et si on compare, et c'est ça ce qui est, on va dire, la véritable victoire, elle est là-dedans. Si on compare la différence de performance entre notre portefeuille et le MSCI World, puisque nous, on est comme le MSCI World investi partout, on a une meilleure performance ici et moins de volatilité. C'est-à-dire que nous, on a 14,14% de volatilité, le MSCI World a 7,19%, et on a un max drawdown qui est inférieur, juste là, et on a la durée de notre max drawdown qui est aussi inférieure. C'est-à-dire qu'en fait, et en termes de performance, et en termes de volatilité, on a battu le MSCI World. Et donc ça, c'est une grosse fierté. Après, maintenant, l'objectif, c'est de continuer de bosser pour aller chercher encore plus de performance année après année, parce que c'est toujours un jeu à long terme. Mais il faut quand même savourer les petites victoires comme celle-là. Au niveau de notre stratégie, on utilise la méthode GPS. Donc la méthode GPS, c'est le nouveau nom parce que là on a sorti, la V3 de l'académie est en train d'être sortie, et c'est en fait pour décrire tout simplement le concept d'avoir une partie passive, donc un socle passif en fait, et une partie active avec du stock picking, donc gestion passive et stock picking. Donc c'est toujours pareil, le socle passif et le socle actif, et avec un socle actif qui est diversifié selon 3 critères, la géographie, les secteurs, les tailles d'entreprise. Si tu veux, je détaille un petit peu tout ça dans l'épisode 1, donc n'hésite pas à aller le voir. Ensuite, au niveau de nos décisions, parce que c'est quand même ça qui va t'intéresser, on a une méthode de sélection d'actions qui est toujours QQV, donc d'analyse quantitative, donc des chiffres, des ratios, des éléments financiers, l'analyse qualitative, c'est-à-dire de la stratégie, de la gouvernance et de la valorisation, et ça c'est très important et très sous-estimé, c'est le fait d'acheter une action à un bon prix. Donc le calcul du prix par rapport à la valeur intrinsèque. Encore une fois, je redétaille pas parce que j'en avais parlé dans le premier épisode, et donc au risque, je vais éviter justement d'être redondant. On va parler plutôt de ce qu'il y a de neuf, notre meilleure performance. Et tu as pu voir justement les derniers moments là que notre portefeuille, les performances ont totalement explosé entre guillemets ici. Et ça, c'est dû aux investissements qu'on a en Chine. En fait, notre meilleure performance, elle est en Chine. Et je vais te parler en exclusivité d'une action dont je n'ai jamais parlé sur Boursogramme et qui est spécifiquement dévoilée à nos élèves. Donc voilà, le marché chinois a bien rebondi en ce début d'année. Cette action, c'est une action qui s'appelle Kinetic Development Group.
cette action a pris 128% depuis un an. 128% en un an. 134%, pardon, j'avais pas mis à jour, je l'ai mis à jour justement tout à l'heure. 134% en un an, c'est juste phénoménal et je ne prends pas en compte les dividendes qu'elle a versés. Donc, cette action, c'est quoi? C'est une entreprise en Chine, une small cap, donc une petite entreprise qui est dans l'extraction et la vente de charbon. On l'avait acheté, nous, avec une énorme marge de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, avec tout le process, justement, qu'on a d'analyse d'action, qu'on utilise et qu'on partage à nos élèves, on avait vu que en fait, c'était une entreprise qui était à la fois extrêmement rentable, bonne marge, etc., bien située, bien positionnée, qui avait de belles perspectives, mais en plus de ça, qui avait une énorme marge de sécurité. C'est-à-dire qu'elle était anormalement en solde, en fait. Et nous, on l'avait acheté dans ces environs-là. Donc, en fait, on est très content parce que là, on commence à voir effectivement les bénéfices de ce travail de recherche entre guillemets qu'on avait fait c'est super. Au niveau de l'entreprise en elle-même, si jamais toi, tu vas prendre le temps de ton côté de faire une analyse sur Kinetic Development Group, tu vas voir qu'en fait, les bénéfices ont baissé de plus de 20%. Et en réalité, c'est un retour à la norme. C'est-à-dire que la première fois, quand on voit ça, on se dit ah ouais, c'est un peu étrange, les bénéfices ont baissé de 20%, mais c'est simplement un retour à la norme. Et malgré tout ça, on a une entreprise qui est quand même extrêmement rentable et qui, à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo, par rapport à nous, notre fichier de valorisation, on est en fait toujours sur une entreprise qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle des choses, même si on achetait l'entreprise à 1,14 dollars, en fait, on serait à environ 15% par an de performance à long terme. Donc attention, évidemment, je t'invite à faire tes propres recherches voilà, et vraiment vérifier ça. Ce sont seulement des estimations. Nous, on utilise notre fichier qui est un fichier qui se base sur le DCF. On a seulement à rentrer sur quelques informations et on a tout ça qui est généré automatiquement. Mais attention quand même à faire tes propres recherches. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très belle boîte. On est très content de s'être positionné aussitôt parce qu'on va continuer de la préserver, de la garder dans le portefeuille parce qu'elle est très belle. Et voilà, on a une entreprise qui est notée 17 sur 20 quand on regarde le score que nous, on a dans l'académie. Il y a une autre action secrète, pareil en Chine, que je vais pas dévoiler ici, parce qu'elle est réservée encore une fois aux élèves, mais qui a pris 80% et on estime son potentiel de croissance à 15% par an dans un scénario qui est pessimiste. C'est-à-dire que son prix actuel est à 15,34. Donc, dans le scénario pessimiste, on serait environ ici, donc à 15% par an. Ça, c'est dans le scénario pessimiste. Dans le scénario optimiste, on serait beaucoup plus élevé. Mais voilà un petit peu pour la deuxième entreprise. Donc en fait, je tiens quand même à le préciser, mais attention quand même, les investissements en Chine sont beaucoup plus risqués. Donc attention à voilà, ne pas se précipiter sur des actions que tu vois comme ça. Fais bien ton travail de recherche, c'est très important. Nous, on a décidé d'investir dans ces entreprises-là en étant conscient des risques. C'est totalement différent. Donc en Chine, voilà, dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo totale sur l'investissement en Chine. Mais il y a plein de choses à prendre en compte et ce n'est pas comme investir dans un Apple ou un Microsoft. Ensuite, au niveau de nos sorties et leçons, donc une des leçons qu'on a gardées, c'est qu'on a négligé la valorisation des sociétés avant achat. En gros, il y a des sociétés qu'on a achetées à des prix qui ne sont pas exceptionnels. Et comme les prix ne sont pas exceptionnels, et du coup, notre performance à long terme, elle va pas être exceptionnelle. Donc ça, c'est une erreur à faire qu'on fera en sorte de ne plus faire pour les prochains achats. Ensuite, au niveau des sorties, donc en fait, il y en a pas mal, mais je vais t'en parler de deux parce que sinon toute la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais une des actions, c'est BML. Donc BML, c'est une entreprise japonaise qui est dans le secteur de la santé, en fait, qui fait des tests cliniques. La majorité de son chiffre d'affaires, c'est sur des tests cliniques. Donc par exemple, les tests Covid. Donc c'est au Japon, donc c'est bien diversifié, c'est dans la santé, donc un secteur d'avenir, c'est une entreprise qui, techniquement parlant, elle avait tous les ratios. Et c'est pour ça qu'à la base, on l'a prise dans le portefeuille de l'académie. Finalement, on l'a sortie pourquoi? Premièrement, il y avait une mauvaise gestion du cash. En fait, on avait 57% de la capitalisation de l'entreprise qui était en cash. C'est énorme, c'est énorme. C'est comme si tu achètes une boulangerie 100 000 euros et que ta boulangerie, elle a 57 000 euros en cash et qu'elle n'en fait rien. Et ça, c'est l'équivalent de 7-8 années de profit opérationnel, c'est-à-dire que ta boulangerie, c'est comme si justement elle faisait, imaginons, 8 000 euros par mois, 8 000 euros par an, pardon, et toi, elle fait 8 000 euros par an et tu as, dans la boulangerie, 57 000 euros de cash. Ça n'a pas de sens.
Donc ça, en fait, il y a une mauvaise gestion du cash. C'est une mauvaise allocation de capital, tout simplement. Et sachant que l'entreprise en soi, elle a même pas de grosse marge de sécurité. La deuxième chose, c'est la concurrence. Forcément, une concurrence accrue, ça impacte les marges et ça peut avoir des effets sur les prix à long terme. Et troisièmement, c'est un coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on investisse dans BML fait qu'on n'investit pas autre part. Et donc nous, on va préférer investir autre part. Et là, justement, je te l'ai mis. On va préférer investir dans, par exemple, en l'occurrence, une société qu'on a trouvée à Singapour, qui est là, pour le coup, beaucoup plus intéressante et avec une énorme marge de sécurité. Et la deuxième chose, c'est qu'on garde et on préserve notre portefeuille de manière à avoir que des sociétés dans lesquelles on a des réelles convictions. En fait, au début, on a fait une erreur qui est de se dire je veux 15 sociétés. Et quand on dit je veux 15 sociétés, eh ben on va essayer de trouver 15 sociétés. Et dans le lot des 15, clairement, il y en a dans lesquelles on croit moins. C'est pas qu'on croit moins, mais on est moins intrinsèquement convaincu qu'elles vont exploser que d'autres. Et ça permet d'avoir un portefeuille équilibré, c'est génial. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, on se dit, bah non, on va garder les meilleures convictions. Et Warren Buffett fonctionne énormément comme ça. Bon, après, BML était à 1% de notre portefeuille, donc finalement, ça n'a pas changé grand-chose. La deuxième chose, c'est Click Digital. Donc, Click Digital, en gros, c'est le Netflix allemand. C'est pareil, je ne vais pas trop pouvoir rentrer. Tu vois qu'on est déjà à 11 minutes de vidéo, donc je ne vais pas trop pouvoir rentrer dans les détails. Mais en fait, le produit, donc au début, on a investi parce qu'on voyait que il y avait, quand tu lis un petit peu les rapports, quand tu regardes les ratios, etc., tu vois que ça a l'air exceptionnel. Et ça donne énormément envie. Et donc, en fait, on a investi, mais très vite, on a poussé un petit peu les recherches et on s'est rendu compte que en fait le produit marchait pas vraiment. Quand on parlait au service actionnaire, il y avait pas vraiment de il y avait des retours qui étaient étranges, en tout cas nous qui nous convenaient pas, et donc on est sorti parce qu'on a senti que c'était un petit peu comme un scam. Et en fait on est sorti très vite et je suis très content qu'on soit sorti parce que nous on est sorti à peu près vers là je te l'ai mis là, il me semble qu'on est sorti le 21 septembre. Depuis, l'entreprise a perdu à peu près 50% de sa valeur. Donc, faut faire très attention. Ça, c'est une leçon aussi qu'on a retenue à tout simplement un truc tout bête, mais tester le produit. En fait, quand il y a des produits qui sont B2C, donc business to customer, c'est-à-dire que en fait nous en tant que particulier on les consomme, et il faut tout simplement tester le produit et se dire ok, est-ce que nous on adore le produit et est-ce qu'on pourrait porter le produit, consommer le produit et si c'est le cas, dans ce cas-là, on peut aller plus loin. Mais c'est des choses bêtes, mais en tant qu'investisseur, la base, c'est d'être un bon consommateur. C'est comme avec Crocs, par exemple. Et Crocs, c'est mine de rien des sandales de qualité. C'est des sandales qui sont en plus, c'est à la mode entre guillemets dans les pays asiatiques, etc. Et donc là, forcément, on est un petit peu plus à l'aise. Donc voilà un petit peu pour les investissements. Donc globalement, c'est positif. C'est le jeu de la bourse. Ça veut dire qu'il y a des moments où ce sera négatif et je te dirais là c'est négatif et là c'est chaud. Donc là qu'est-ce qu'on fait, etc. Là c'est positif. On sent que effectivement il y a une bonne dynamique, il y a un bon momentum sur pas mal des entreprises qu'on a dans le portefeuille, donc on est très content. Maintenant il y a des choses qu'on recalibre, il y a des erreurs qu'on a faites, il y a des erreurs qu'on va continuer de faire et l'idée c'est toujours d'apprendre en appliquant, d'apprendre vraiment avec la pratique. Donc ça, c'est un petit peu pour les investissements. La deuxième chose, c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Au niveau de l'entrepreneuriat, pour rappel, aujourd'hui, la seule activité moi que je fais, c'est celle de Boursogramme. C'est-à-dire que la seule source de rémunération qu'on a aujourd'hui, c'est Boursogramme. Et donc Boursogramme, on va faire un état des lieux des revenus des 3 derniers mois, comme on avait fait au premier trimestre. En avril, il y a eu 35 663 euros de chiffre d'affaires avec 11 640 euros de bénéfices. En mai, il y a eu 32 937 euros de chiffre d'affaires avec 10 915 euros de bénéfices. Et en juin, il y a eu 45 919 euros de chiffre d'affaires avec 26 317 euros de bénéfices. Et en fait, c'est juste exceptionnel. Enfin, on est hyper content de voir ça. Donc en fait, à la fois très content, à la fois très reconnaissant, à la fois c'est une certaine pression parce qu'on se dit que là le but c'est pas de gagner plus en fait, le but c'est pas d'être le plus riche du cimetière, mais c'est au moins de stabiliser les revenus, de faire en sorte toujours d'apporter plus de valeur. Et comme je t'avais dit le premier trimestre, mon focus ça allait plus être la vente, mais ça allait être vraiment l'apport de valeur dans la formation, rajouter des modules, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça qui porte le plus ses fruits au niveau d'un point de vue entrepreneurial et vente, c'est finalement le fait de plus se concentrer sur apporter plus de valeur. Alors c'est une impression que j'ai comme ça parce que je vois une évolution qui est plutôt positive. Donc ça c'est cool parce qu'en plus le mois de juin, c'est le plus gros mois de l'histoire de Boursogramme, à la fois en chiffre d'affaires et en bénéfices. Donc c'est juste exceptionnel. Et là voilà, vraiment l'objectif ça va être de stabiliser les revenus.
Donc au niveau des sources de revenus, la première des sources, c'est la formation de l'Académie Boursogramme. Donc la formation, en gros, moi j'ai créé un programme que j'aurais aimé avoir quand je me suis formé. J'ai commencé à investir en 2018, j'ai fait n'importe quoi, etc. On va pas tout retracer, mais j'aurais aimé avoir une sorte de condensé clair, euh, concrète, un condensé pardon, clair, concret, qui vraiment me permette d'avoir un plan d'action pour commencer à investir et investir de manière optimisée, pour ne pas perdre de temps, parce que le temps en bourse, c'est énormément d'argent. Donc en fait, j'ai tout simplement créé ce programme et l'idée, c'est, comme je te l'ai dit, c'est pas de me concentrer sur la partie vente de formation, d'optimisation, de choses, etc. Parce que je pense que le vrai enjeu, il est pas là. Le vrai enjeu, il est plus dans la mission et dans la valeur qu'on donne. À mon avis, et ça c'est Alex Hormozy d'ailleurs, un entrepreneur américain qui dit ça, plus on donne de valeur aux gens et plus finalement c'est rentable pour la société. Donc parce que les gens en fait, on répond sincèrement à leurs besoins. Donc en fait, l'idée là, les 3 derniers mois, c'était de réaliser énormément d'actions spécifiquement sur l'académie. Donc on a totalement restructuré le programme de la V3 qui arrive cet été, là, qui est en train d'être tourné. On a invité de nouveaux intervenants experts sur des sujets spécifiques. Ça, c'est tout nouveau de cette année. Où, en fait, on a invité des experts en immobilier, sur Interactive Brokers, sur l'immobilier courte durée, sur la productivité, sur la fiscalité, sur le private equity. C'est des domaines dans lesquels moi, je suis moins bon, c'est moins mon expertise, c'est pas mon expertise en fait, clairement. Et donc je préfère inviter des gens dont c'est l'expertise et qui vont vraiment pouvoir aider nos élèves. Et là, on est en train de préparer justement à partir de septembre, octobre, novembre et décembre les futurs intervenants, et ça va être très sympa justement pour apporter encore plus de valeur et aussi d'une certaine manière apporter d'autres points de vue sur ce que c'est, ce qu'est l'investissement et les différentes manières d'investir. J'ai aussi organisé un mastermind physique que j'ai offert à mes élèves. Donc ça, c'était vraiment très sympa. Si ça t'intéresse, il y a une vidéo YouTube dessus. Et en fait, le mastermind physique, bon, c'était vraiment une manière de les récompenser et de les remercier aussi pour leur confiance, leur fidélité, et essayer d'aider un maximum de personnes en direct avancer justement. J'ai aussi ajouté un module sur comment investir pour ses enfants, donc en documentant vraiment étape par étape de l'ouverture de compte à la transmission, à la donation, etc. Ça a été validé par un notaire. J'ai consulté 2 fiscalistes, 2 notaires justement pour créer tout ce module-là, pour être sûr qu'il soit vraiment carré, parce qu'on parle d'un investissement long terme et on parle de l'avenir de nos enfants. Donc pour ceux qui sont parents, forcément c'est important de faire les choses dans les règles. Donc si ça t'intéresse et que tu es parent et que voilà tu souhaites investir pour tes enfants, j'ai fait une vidéo gratuite sur le sujet que tu peux trouver en bio. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et voilà, tu auras toute une vidéo qui t'expliquera étape par étape tout le process à faire pour justement investir pour tes enfants. Et on a commencé à tester une nouvelle offre avec un accompagnement supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la possibilité de rejoindre l'académie avec absolument tout, l'accès à vie, l'accès à toutes les mises à jour, etc. Et il y a la possibilité, en plus de ça, d'avoir des heures de coaching supplémentaires avec un coach. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste pour voir si justement ça intéresse des gens et si on peut les aider justement à aller encore plus vite ou plus loin en fonction de leurs besoins. Maintenant, l'idée, c'est quelles sont les actions que je vais réaliser les 3 prochains mois. Les 3 prochains mois, je vais déjà tourner tout le nouveau programme de l'académie et en réalité, ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai essayé de réduire un petit peu mes tâches. La deuxième chose, c'est qu'on va effectuer des rencontres en présentiel avec nos élèves. Alors, franchement, j'appelle même pas ça une tâche. Ça va juste être sympa parce qu'on va juste aller boire des verres. Mais c'est important de se rencontrer en vrai parce que c'est comme ça qu'on réseaute. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et c'est très important d'avoir un entourage qui nous tire vers le haut. Et troisièmement, l'idée, voilà, c'est de trouver des intervenants experts sur des sujets spécifiques. Donc là, pour septembre, c'est bon. Maintenant, il manque octobre, novembre, décembre. Voilà un petit peu pour l'académie. La deuxième source de revenus, c'est l'affiliation et les partenariats. Moi, je précise qu'aujourd'hui, j'ai pas de revenus YouTube. Je fais trop peu de vues, entre guillemets, pour avoir des revenus YouTube. Donc, si tu es là, déjà, merci pour ta confiance. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, même laisser un like ou un truc comme ça. Et donc, en fait, mes sources de revenus, c'est simple. C'est formation et partenariat. En gros, c'est ça. Donc, je travaille uniquement avec des partenaires de qualité que je valide et ou consomme. Je précise que j'ai travaillé depuis le début de Boursogramme. J'ai refusé toute proposition de partenariat avec un courtier avant Shares. Donc, je me suis associé avec Shares depuis 3 mois. Je vais en parler. J'ai refusé énormément d'opportunités parce que en fait, c'était pas soit j'aurais pas consommé, soit pour moi c'était pas un partenaire de qualité,
soit tout simplement, j'avais pas envie de partager quelque chose, je sais pas, ou avec lequel j'étais pas aligné. Donc là, je me suis associé avec Shares depuis 3 mois. Donc Shares, c'est un courtier français qui est réglementé en France et qui a pour mission, en gros, de rendre l'investissement accessible à tous. Comme dit Benjamin Chemlay, le PDG de Shares que j'ai pu interviewer dans la vidéo, pareil, que tu pourras retrouver dans la bio. Il dit qu'on a Uber pour les transports, on a, je sais pas, Google Maps par exemple pour le GPS. Il faut que Shares soit dans le téléphone de tous les Français. C'est-à-dire qu'il faut enfin une application qui soit accessible à tous pour commencer à investir. C'est un petit peu la mission de Shares. Et moi, j'ai cette vocation, on va dire, à apporter le côté éducation financière pour tous ceux qui sont sur l'app, notamment avec des webinaires totalement gratuits, hein, vraiment pour aider à y voir plus clair, etc. En partageant des posts moi-même qui sont vraiment poussés sur l'éducation financière pour expliquer ce que je fais, etc. Et ensuite, j'ai aussi eu une opportunité qui est exceptionnelle. J'ai été invité non pas dans un, mais 2 salons d'investissement le mois de juin. Donc, c'était très, comment dire, très prenant, très fatigant, mais c'était juste exceptionnel. Le premier salon, c'est le salon de BPI France, c'est le sport en définition à l'Adidas Arena à Paris. Donc en gros, un salon sport business en fait, qui est vraiment focus sur l'aspect investissement dans les entreprises de sport, start-up de sport, le business, on va dire, autour du sport. Donc ça, c'était génial. Et le deuxième, ça c'est pareil, c'est une opportunité qui est, encore une fois, je m'en remets pas. C'est l'Amundi World Investment Forum. En fait, c'est un événement privé où on invite, où Amundi en fait va inviter des décideurs politiques. Donc typiquement, il y avait l'ancien Premier ministre britannique, l'ancienne Premier ministre finlandaise, va inviter des institutionnels, vraiment des grosses figures de partout dans le monde. Et j'ai été invité un petit peu dans ce cadre-là pour être là en fait avec tout le monde. Donc c'était assez dingue. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. Alors au moment où je vais sortir celle-là, je sais pas si elle sera sortie ou pas, mais si elle est sortie, je te la mettrai dans la description aussi. Si ça t'intéresse d'aller voir, c'était assez dingue. Donc c'est une chance extraordinaire et j'essaie toujours de rester mesuré et pragmatique. Et c'est vrai que parfois je peux pas m'empêcher quand j'en parle et même quand j'y pense d'être de me dire qu'il faut quand même profiter de ces moments-là. Ça fait 2 ans que vraiment ça fait 2 ans je bosse tout le temps, quoi. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. On commence à voir les fruits de ce travail-là et c'est juste hyper motivant, hyper gratifiant d'une certaine manière. Et honnêtement, je suis hyper reconnaissant parce que tout ça, c'est aussi et beaucoup grâce à vous, grâce à tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui envoient des messages, tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui mettent des likes, qui s'abonnent. Tout ça, en fait, ça marche parce que c'est des sortes d'intérêts composés. Ça prend de l'ampleur. Notre mission d'éduquer financièrement les Français, elle prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'impact. C'est juste exceptionnel et voilà. Bon, fallait que je fasse un petit mot là-dessus. Donc les 2 premiers leviers, c'était les plus longs. Là, je vais accélérer un petit peu. Le troisième levier, c'est l'épargne. L'épargne, en gros, on va faire très simple. C'est quoi mes 3 plus grosses charges aujourd'hui? Mes 3 plus grosses charges, c'est la charge salariale, la formation personnelle et les frais administratifs et comptables. Je précise aussi que j'ai été très, très mauvais en gestion de trésorerie les 2 premières années de Boursogramme. Honnêtement, c'est vraiment les cordonniers sont les moins bien chaussés. Je suis le premier à dire que c'est important de bien gérer son argent, c'est important de faire attention, la méthode des buckets, ça prend 2 secondes, et cetera. Je le fais en perso. Quand en pro, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, c'est très grave. Et en fait, depuis mars là, je fais très, très attention à avoir une meilleure gestion. Ça a été un petit peu la résolution entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, de la première vidéo de Road to 1 Million. Et en fait, maintenant, je fais hyper gaffe aux frais, je traque absolument tout et je fais attention vraiment à voir où est-ce qu'on peut économiser de l'argent. Parce que chaque centime économisé, en fait, il peut être investi autre part. Il y a évidemment l'argent, il faut dépenser une partie. Je pense notamment à la charge salariale, ça c'est totalement normal. Mais il y a des endroits où en fait c'est presque du cash qui est brûlé et c'est n'importe quoi de gérer son argent comme ça. Et donc en fait maintenant je fais hyper gaffe. Avril, mai, juin, j'ai fait hyper gaffe et je vais continuer sur cette lancée finalement parce que ça permet d'avoir de meilleures marges. Donc ce que je dois changer aujourd'hui, c'est les frais administratifs comptables. Donc parce que en fait aujourd'hui ils ont euh,
dépassé, on va dire, largement le plafond que je devrais payer normalement. Et donc, bon, ça, c'est en cours. Les charges que je vais pas toucher, c'est la charge salariale. La formation personnelle, les séminaires, ça, c'est pareil, c'est en réajustement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je fais partie d'un mastermind, le mastermind Entreprendre. Et en réalité, j'ai pas besoin d'autres formations pour le moment parce que le mastermind me permet vraiment de voir énormément de points que j'aime voir. Je suis avec des gens qui sont hyper inspirants, hyper motivants, etc. Et donc en fait, je vais pas réduire la formation dans le sens où c'est une charge que je vais enlever, que je vais retirer, mais par contre, je vais mieux l'allouer. C'est-à-dire que je vais entièrement me concentrer sur le mastermind. Et ça, c'est pareil, c'est une leçon que j'ai retenue d'une certaine manière, c'est que trop de formation, ça tue la formation. C'est bien de se former, oui, je suis le premier à dire je suis un énorme consommateur de formation parce que c'est un accélérateur, c'est un gain de structure, c'est un gain d'expertise, etc. Mais le problème, c'est quand on rentre dans la spirale de ok, je sais pas un truc, j'achète une formation, j'achète, finalement je suis rien, j'ai juste perdu de l'argent. Donc il faut acheter une formation, la suivre bien, appliquer. Une fois qu'on a fait ça, on passe à une deuxième. Et c'est plus ma philosophie aujourd'hui. J'envisage vraiment de mettre en place un processus d'allocation de capital plus réfléchi pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ok, j'ai mon chiffre d'affaires, j'ai toutes mes charges, j'ai mes bénéfices. En gros, une fois que j'ai mes bénéfices, tout de suite, je me dis, bah, je vais prendre, par exemple, hein, je suis encore en réflexion, hein, mais je vais prendre, par exemple, 20% que je vais utiliser pour l'investir. Parce qu'en fait, le problème des entrepreneurs, c'est que les trois quarts des entrepreneurs, et en l'occurrence j'en fais partie, comme quoi, encore une fois, les cordonniers sont les moins bien chaussés, c'est que on gagne de l'argent, ok, c'est super, mais après, on réinvestit toujours dans l'entreprise. Sauf que l'entreprise, bah, en fait, c'est quand même vachement un risque. Et il faut utiliser une partie de cet argent pendant la phase de croissance pour l'investir dans des actifs qui sont autres que l'entreprise, de l'immobilier, de la bourse ou d'autres types d'actifs. Moi, en l'occurrence, mon expertise, c'est la bourse, donc je vais me focaliser sur la bourse. Mais voilà, donc je suis encore en train de réfléchir au pourcentage, mais je vais mettre en place ce processus-là. Donc dis-moi d'ailleurs si tu as envie que je détaille cette partie dans l'épisode 3. Ensuite, pour le levier numéro 4, l'optimisation fiscale. Aujourd'hui, je suis structuré en holding. Et la holding, c'est une structure peut bénéficier de plusieurs avantages. La holding, en gros, c'est une société mère. C'est-à-dire qu'on va avoir une holding et en dessous, on va avoir différentes sociétés. Là, aujourd'hui, j'ai Boursogramme en dessous et la holding qui possède Boursogramme. Moi, je suis propriétaire de la holding qui est propriétaire de Boursogramme. La holding, vous avez été pas mal sur Instagram. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 commentaires YouTube. Mais sur Instagram, vous avez été énormément à me demander que je détaille pourquoi je suis en holding. Et en fait, la holding, il y a plein d'avantages. Mais tu vas voir que la conclusion que je vais tirer, finalement, ça va un petit peu contre tout ça. Mais le premier des avantages, c'est le régime Murphy. Les dividendes reçus par la holding et ses filiales bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as ta société fille, qui génère par exemple 100 000 euros de bénéfices, bon là tu vas payer des impôts sur les sociétés, hein, donc à peu près on va dire 22 000 euros d'impôts que tu vas payer, donc il te reste 78 000 euros, et en fait tu vas pouvoir remonter ces 70 000 euros sur ta holding et tu vas avoir une exonération presque totale. C'est-à-dire qu'en fait tu vas pouvoir faire remonter l'argent. Là tu vas me dire, mais ça sert à quoi de faire remonter l'argent, autant le faire remonter à soi. Oui, clairement, ça fait totalement d'accord, mais ce qui est cool, c'est que l'argent peut transiter en fait. Par exemple, si avec ta holding, tu possèdes une société, une SCI pour acheter de l'immobilier, et ben en fait, tu vas pouvoir faire transiter l'argent pour faire un apport pour de l'immobilier. Et en fait, quand tu as plusieurs sociétés, tu vas vraiment pouvoir faire transiter l'argent comme ça. Et donc, c'est intéressant de ne pas avoir de fiscalité supplémentaire. On en est là. La deuxième chose, c'est qu'on va optimiser les plus-values. Alors là, je vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce qu'en fait, c'est trop spécifique. C'est pas du tout. De un, c'est pas mon expertise, c'est de la fiscalité. Et de deux, c'est vachement spécifique. Mais je vais au moins t'en parler parce que c'est un gros hack qu'il faut que tu connaisses si un jour tu souhaites te structurer en société. C'est la niche copée. Donc la niche copée, c'est que les plus-values de cession de titres et de participation peuvent être exonérées d'impôts, sauf une quote-part de frais et de charges fixées à 12%. Donc en gros, ce que ça veut dire, mais alors attention, je mets des gros guillemets, parce que là je simplifie au point de le rendre simpliste, mais c'est très important d'aller voir un fiscaliste pour ce genre de truc. Mais si toi, tu as une société où tu mets un capital social de 1 000 euros, donc on va pas trop le prendre en compte, et tu revends cette société un jour 1 million. On va faire des calculs très simples. Ce que je te souhaite, évidemment, en tant que particulier, tu vas payer 30% d'impôt sur la plus-value. C'est la flat tax. Ça veut dire que toi, ta société, à la base, elle valait 1000, puisque tu as mis 1000 euros de capital social, tu la revends 1 million, tu as fait à peu près 1 million de plus-value, hein, pour faire simple, et donc tu vas payer 300 000 euros d'impôt.
Ça, c'est ce qui se passe si toi, tu crées une société et tu la revends 1 million. 300 000 euros d'impôts. Si tu crées ta société, si c'est ta holding qui détient ta société, ta holding détient la société que tu crées, cette société-là, tu la revends 1 million, et bien ce qui va se passer, c'est que ta holding va payer 4% sur la plus-value. Elle va pas payer 30%, mais elle va payer 4% sur la plus-value. Et ça, c'est juste dingue. Ça, c'est dingue. Donc voilà un petit peu, elle va payer 3% pardon, sur la plus-value. Donc voilà pour cette niche copée, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. La troisième chose, c'est que ça permet de planifier la transmission. La holding peut faciliter la transmission, notamment avec le pacte Dutreil. Encore une fois, n'hésite pas à aller voir un notaire, un fiscaliste pour ça, mais le pacte Dutreil en société, c'est vachement intéressant. Et dans le cas d'une holding, souvent, c'est pratique aussi pour la transmission. Donc voilà un petit peu tous les avantages d'une holding. Mais pourtant, ma conclusion, c'est que oui, la holding, elle peut être intéressante si on construit un écosystème de société. Mais elle n'est pas du tout obligatoire. Et moi, les 3 quarts des entrepreneurs que je connais, qui sont parfois beaucoup plus avancés que moi, n'ont pas de holding aujourd'hui. Et en fait, la holding, c'est pas obligatoire. C'est pas parce que tous les millionnaires, milliardaires, etc. ont des holdings qu'il faut forcément se focaliser dessus. Et il faut pas, pour moi, se rajouter de la complexité là où il n'y en a pas besoin. Donc clairement, si tu n'as pas de société, ça n'a pas d'intérêt de créer une holding. Si ta société est très simple et que pour l'instant, tu ne crées pas de parc, ça n'a pas d'intérêt de créer une holding. La holding, c'est un petit peu le niveau supérieur, c'est au moment où tu veux créer tout un parc. Donc en fait, moi, quand je crée la holding, c'est plutôt de l'anticipation sur la suite. C'est le fait de me dire, OK, déjà, j'attends de bien structurer Boursogram pour qu'après, ça tourne plus facilement. Si plus tard, je veux investir en immobilier, etc., ou je veux créer une autre société, je pourrais faire tout ça dans un cadre d'écosystème de société. Mais honnêtement, c'est simplement de l'anticipation. On va terminer là-dessus. Au niveau de notre patrimoine, parce que la vidéo, elle commence à durer un petit peu longtemps. Notre patrimoine au 31 juin 2024, on fait un point sur notre patrimoine chaque fin de trimestre, pour rappel. Et là, notre patrimoine est en net, je parle toujours en net, est à 202 000 euros. C'est incroyable, vraiment, c'est juste fou. Donc on a de l'immobilier, mais on a évidemment des dettes. Donc en immobilier net, on est à 61 147 euros. Pour rappel, on a notre résidence principale et Julie a aussi un investissement locatif. Alors il y a la trésorerie de Boursogram qui est passée. Alors la trésorerie de Boursogram, j'essaie toujours d'arrondir parce que c'est très, très compliqué de mesurer sa trésorerie parce qu'il y a toujours soit des taxes à payer, parfois de la TVA justement à rattraper, des frais qui sont à payer. Donc c'est toujours très difficile de mesurer la trésorerie, sachant que de la trésorerie, il faut quand même retirer derrière les impôts sur les sociétés qu'on va encore payer. Donc voilà, c'est compliqué, c'est toujours un arrondi, mais j'ai essayé de l'arrondir de manière à peu près pragmatique. Donc la trésorerie qui est aux environs de 60 000 euros. La société, donc la holding, qui est à 43 379 euros. La bourse qui est à 37 686 euros et la crypto qui est à 0 euros parce qu'on n'a pas d'argent en crypto. Donc voilà un petit peu pour le patrimoine. Si on compare par rapport à la dernière fois, on a une évolution de 38 593 euros, de la trésorerie principalement de Boursogram. Ensuite, c'est des investissements en bourse, donc de la plus-value latente. Après, ça sera volatile, ça va peut-être baisser, mais pour l'instant, c'est monté, donc de la plus-value latente, et un petit peu justement du remboursement des crédits en immobilier. Donc, on a une croissance du patrimoine en un trimestre qui est de 23,5%, ce qui est phénoménal. Donc on est très 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 content. Au niveau de la répartition, et je terminerai là-dessus, on a en gros la bourse, c'est la bourse ici et la société, donc environ 40% du patrimoine qui est en bourse, 30% qui est sur Boursogram, donc en trésorerie, et 30% qui est en immobilier net. Donc on a un patrimoine finalement qui est bien réparti parce qu'on a presque un tiers entre de l'immobilier, de l'entrepreneuriat et de la bourse. L'idée, c'est d'avoir de plus en plus de bourses pour sécuriser justement cette partie du patrimoine, parce que là, on a quand même beaucoup de risques sur la société. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grossir le patrimoine côté bourse. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Elle était longue, elle était plus longue que d'habitude, donc n'hésite pas à me dire ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu as plus envie de voir, les focus que t'aimes bien, les focus que t'aimes pas, et laisser un like et t'abonner avec grand plaisir. Et voilà, et on se dit à très vite. Ciao.